Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas changé de tenue pour faire genre que c'est pas le même jour que ma vidéo précédente, mais c'est pas grave, voilà. On se retrouve pour parler de mes meilleures lectures de l'année 2021. Et croyez-moi, j'ai peu lu cette année, mais j'ai lu que des trucs super. Vraiment, j'ai lu plein de choses géniales qui m'ont marqué, et du coup j'avais vraiment hâte de filmer cette vidéo et surtout de pouvoir échanger avec vous au sujet de ces titres et de pouvoir peut-être découvrir de nouvelles séries intéressantes en échangeant avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont du coup les titres qui vous ont marqué cette année. Donc voilà, c'est parti. Du coup, on va commencer par les titres qui sont concrètement sortis en 2021, si je dis pas de bêtises. Et on commence avec, bien sûr, Don't Call It Mystery. Ça faisait des siècles que j'attendais le retour de Yumi Tamura en France et figurez-vous que je n'ai pas été déçue. Je vous avoue que j'ai lu que le tome 1 pour le moment parce qu'en fait, comme je suis assez occupée ces temps-ci, franchement, je lis très peu. Et voilà, mais ce tome 1, j'avais vraiment adoré et ça a été vraiment un plaisir pour moi de retrouver Yumi Tamura, qui est une autrice chère à mon cœur. Je pense que j'ai pas besoin d'en faire des tonnes pour que vous compreniez à quel point j'aime cette autrice et son travail. Mais voilà, donc Call It Mystery, en plus maintenant il y a 3 tomes en France, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup, à foncer le lire. Et aussi, je viens de penser au fait que j'ai filmé une vidéo durant le calendrier de l'Avent de Japanese qui parle justement de Don't Call It Mystery. Du coup, je vous la mettrai quelque part pour que vous puissiez aller la voir puisqu'elle est entièrement dédiée à ce manga. Toujours dans les nouveautés de cette année, une nouveauté un peu inattendue, il s'agit de A Tale's Tales, qui est un manga que je ne pensais pas vraiment aimer. En fait, concrètement, moi, Mizu Sahara, j'ai déjà expérimenté son travail à plusieurs reprises. Dans un premier temps avec Le Chant des Souliers Rouges, qui avait été un super coup de cœur. En fait, je me demande même si je ne l'ai pas mis dans mon top de l'année précédente. J'avais lu ensuite Un bus passe, donc le one-shot qui a été publié chez Kazé, dans lequel on retrouve plusieurs histoires, que j'avais bien aimé, qui était vraiment sympa. C'était pas non plus un chef-d'œuvre absolu, mais je trouvais qu'il y avait vraiment des histoires très chouettes et surtout un style graphique particulier. Et forcément, après ces deux très bonnes lectures, j'avais eu envie de me pencher sur My Girl, dont j'entendais que du bien. Et en fait, figurez-vous que j'ai lu le premier tome et je me suis dit, ça va être compliqué. J'avais pas du tout aimé ce premier tome de My Girl, j'avais trouvé ça vraiment faible et pas très intéressant, notamment dans la caractérisation des personnages et dans leurs liens. C'est donc un peu à reculons en fait que je me suis penchée sur A Tale's Tales. Et figurez-vous que ça a été une très bonne surprise. Donc on y suit une jeune fille qui a un complexe physique, qui va rencontrer un autre personnage qui a une particularité physique assez singulière puisqu'il a une queue de cochon. Et en fait, de leur mal-être commun, on va dire, va naître une relation qui m'a l'air, en tout cas pour le moment, puisque je n'ai lu qu'un tome, très mignonne. Et voilà, ça m'a donné envie de continuer et j'ai franchement accroché. Donc, je suis vraiment curieuse de voir la suite. Voilà, je mets même ça dans mes meilleures lectures de cette année parce que franchement, ça m'a fait super plaisir. Alors, je sais pas si c'est la déception de My Girl qui a fait que j'ai encore plus apprécié ce tome 1. Mais voilà, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé ce manga. Toujours dans les sorties marquantes de cette année, Destination Terra, comment vous dire? Vraiment, il faut savoir que je suis le genre de personne qui était persuadée de ne pas aimer tout ce qui est SF un peu qui prend place dans l'espace. En fait, c'était juste que je n'aimais pas Star Wars. Voilà, ça a été un raccourci que j'ai un peu fait, mais voilà. Je vous parlais de tout ça dans un bilan culturel, puisque j'ai revu certains films Star Wars et que j'ai compris l'origine du problème. Et donc, tout ça pour dire que je ne pensais ne pas aimer ce type de récit, et j'ai adoré Destination Terra. On se retrouve sur un récit, du coup, comme je disais, qui prend place dans l'espace, voilà, avec des clans qui s'opposent, et je ne vais pas m'aventurer sur l'idée de faire un résumé parce que c'est quand même une histoire très dense, mais j'ai été vraiment marquée profondément par Destination Terra. Et vraiment, ça fait partie de mes gros coups de cœur de cette année. J'ai été agréablement surprise, que ce soit par l'histoire, le style graphique que je trouve vraiment hyper impactant,
mais aussi par l'édition qui est franchement très belle, un petit format mais efficace avec des pages couleurs, enfin vraiment Naban, l'éditeur, sont vraiment donné, vous êtes vraiment donné du mal pour cette sortie-là et vraiment j'apprécie vraiment cette série et je vous encourage à aller la lire et à vous procurer le tome 1. Toujours dans les trucs qui sont sortis cette année et que j'ai beaucoup aimé, un petit one-shot qui franchement paye pas de mine, mais qui m'a vraiment marqué aussi. Il s'agit de Daruchan. Alors il faut savoir que Daruchan parle d'une jeune femme qui va, comment dire, qui a du mal à trouver sa place dans la société et qui, grâce à plusieurs rencontres, elle va évoluer et voilà, elle va trouver peu à peu sa place et le sens qu'elle a envie de donner à sa vie. C'est un titre que, au premier abord, je trouvais la couverture pas forcément très attractive et en fait, vraiment, c'est une petite pépite. J'ai été hyper émue de découvrir l'histoire de notre héroïne en fait et son évolution. Je pense qu'en tant que jeune femme, c'est hyper touchant de voir ce type de parcours, surtout qu'il y a un sous-texte un petit peu féministe derrière tout ça et vraiment j'ai adoré ce récit en seulement un volume et ça fait partie des bouquins que je vais très facilement mettre entre les mains de tout le monde puisque voilà c'est vraiment très accessible en un tome, les dessins sont super pipous, ça fonctionne bien, les sujets parlent à tout le monde, enfin vraiment j'ai adoré. Et on termine, je crois, les titres qui sont sortis cette année avec un coup de cœur vraiment super récent. Il s'agit de Kakegi Shoujo. Alors il faut vous dire que franchement, c'était pas un titre que je suivais ou que j'attendais particulièrement. Quand j'ai vu l'annonce de l'éditeur, j'étais intriguée, mais c'était pas forcément un titre que j'attendais vraiment de pied ferme. Et quelle erreur, franchement, c'était une lecture géniale ce premier volume. On y suit donc deux jeunes filles, notamment, enfin par la suite j'imagine que le groupe va s'étendre un petit peu, mais deux jeunes filles qui entrent dans une école d'une forme de théâtre, on va dire pour aller plus vite, très prestigieuse au Japon. Et voilà, on va suivre un petit peu leur évolution, leur parcours. Du coup, il y a plein de personnages féminins très intéressants. Au premier abord, il y a un petit côté Akiko Higashimura avec sa légèreté en fait. Et du coup, on peut se dire que finalement, ça va être assez léger et vraiment, voilà, on va passer loin de thématiques plus lourdes. Mais justement, c'est pas Akiko Higashimura qui l'a écrit, mais à l'image de cette autrice, on retrouve des thématiques beaucoup plus profondes. En seulement un volume, l'autrice a quand même réussi à nous parler de la question des troubles du comportement alimentaire, de pédophilie, enfin voilà, c'est vraiment des sujets plutôt lourds que je m'attendais pas à découvrir dans ce premier volume, mais voilà, j'ai été vraiment hyper agréablement surprise par ce titre. J'ai vraiment hâte de suivre l'évolution des personnages féminins et si j'ai bien compris, ce premier volume en fait qui vient de sortir est le préquel en fait à l'histoire qui va arriver, donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner par la suite, mais vraiment j'ai adoré. On passe maintenant aux titres qui ne sont pas des nouveautés de l'année mais qui ont été des découvertes pour moi. Et on commence tout de suite avec un incontournable désormais de ma bibliothèque, un titre que vraiment je chéris et que j'aime profondément. Vous voyez, je parle souvent du Mitamura, bah attendez-vous à entendre parler assez souvent de Fumio Yoshinaga désormais, puisque j'ai découvert le titre Le Pavillon des Hommes cet été et que honnêtement, on m'avait dit que c'était bien. Mais honnêtement, c'est exceptionnel. C'est vraiment un titre incroyable. J'ai fait une vidéo sur l'autrice si vous voulez plus de détails, mais on y suit en gros des intrigues de cour dans un contexte où le Japon aurait subi une épidémie où tous les hommes, ou du moins la plupart, seraient morts, ce qui laisserait la place dans les rôles importants, les rôles politiques importants aux femmes. Et voilà, donc on suit toutes ces femmes au sein de ces intrigues de cour qui ont des luttes de pouvoir liées à leur famille, etc. Et c'est vraiment incroyable. C'est un titre par contre qui est vraiment pas simple à lire dans le sens où il y a énormément de personnages, les personnages ont des liens entre eux très variés et avec de nombreux personnages. Donc vraiment on a un arbre généalogique hyper ramifié puisqu'en plus on suit des générations et des générations de shogun. Donc voilà, faut avoir la disponibilité d'esprit pour se lancer dans ce récit, mais si vous avez du temps et l'envie de découvrir un titre particulièrement unique, bah foncez en fait, c'est vraiment un chef-d'œuvre.
On passe à un titre beaucoup plus simple à lire que Le Pavillon des Hommes. Du coup, si vous avez un chemin à faire parmi mes lectures, commencez par Le Pavillon des Hommes, puis Aria par la suite, ce sera plus simple. Aria, c'est un titre que j'ai lu sans grande conviction, parce que j'en avais entendu parler et que j'en entendais du bien, mais qui est tombé vraiment à point nommé dans mon année 2021, puisque j'étais au début de l'année, j'étais en plein partiel et j'avais vraiment besoin d'un petit vent frais, d'un titre simple à lire, mais en même temps qui véhiculerait beaucoup de choses. Donc pour rappel, on y suit une jeune fille, mais son groupe d'amis avec elle, qui sont en apprentissage pour devenir Ondine dans une Venise futuriste. Ondine, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, elles conduisent des gondoles, et voilà, c'est tout un art en fait qui se transmet de femme en femme. J'ai vraiment adoré ce titre, qui est à la fois très léger dans le sens où c'est très poétique, il n'y a pas forcément des tonnes et des tonnes de dialogues et d'explications, mais on se laisse porter, on est touché par l'écriture des personnages qui est très juste. Et franchement, c'est une de mes meilleures lectures de cette année. J'ai juste adoré Aria. Et franchement, c'est un titre que je recommande à tout le monde. Je pense qu'on peut lire même très jeune. C'est vraiment une petite pépite de douceur qui tombe à point nommé quand vous avez besoin d'un récit un peu plus tranquille, un récit qui va vous faire du bien en fait. Après vous avoir parlé de la douceur d'Aria, de son côté poétique et léger, j'ai envie de vous parler de la violence et de l'impact de Kyoko Kazaki dans ma vie. Il faut savoir que l'année dernière, j'étais déjà en train de vous parler de River's Edge dans mon top lecture 2020. Et bien cette année, on retrouve encore une fois Kyoko Kazaki avec cette fois Helter Skelter, qui est un titre que je crois que j'ai encore plus aimé que River's Edge. Mais voilà, on y suit une top modèle vraiment au sommet de sa carrière qui va petit à petit en fait sombrer dans une forme de descente aux enfers vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de son état mental et vis-à-vis des autres. Elle va être dans un rapport très destructeur. D'habitude, Kyoko Kazaki, c'est une expérience unique. On est sur un récit qui ne vous laissera pas indemne, un récit particulièrement violent et cru, mais qui a ce petit truc en fait qui vous prend en tripes et qui vous touche. Kyoko Kazaki, elle arrive vraiment à pointer du doigt des choses un peu crasses de l'humanité, mais qui sont vraiment tournées de façon très juste. Et vraiment, c'est certainement une de mes autrices favorites. Je pense que je vous ferai une vidéo à son sujet justement, mais pas tout de suite parce que j'ai encore quelques titres que je n'ai pas lus. Mais voilà, Helter Skelter, vraiment gros coup de cœur. Encore une fois, Kyoko Okazaki à son paroxysme. Pour une vidéo qui n'est pas encore sortie, mais qui, je l'espère, sortira rapidement, j'avais envie de m'intéresser à Moto Hagio, qui est une autrice que j'avais essayé de lire Le cœur de Thomas, sans grand succès, puisque j'avais pas du tout aimé ma lecture. Mais j'avais envie de lui redonner sa chance, notamment avec l'anthologie, puisque c'est un format plus accessible. Il y a plusieurs histoires courtes qui suivent, donc c'est un bon moyen en fait de découvrir plusieurs facettes du travail de cette autrice. Et comment vous dire que j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial en fait. Son travail est incroyable. Je pense que j'aurais du mal à vous parler de façon générale d'une œuvre qui regroupe plusieurs œuvres, mais c'est vraiment une expérience à lire. Je trouve qu'elle est vraiment... elle a vraiment le don, que ce soit graphiquement, de transmettre des émotions et toutes sortes de choses. Et elle a vraiment une narration qui n'a pas vieilli. Franchement, c'est fou de se dire que c'est du shoujo vintage, mais vraiment ça a traversé le temps sans problème, comme Destination Terra pour le coup. Et vraiment, c'est, je pense, un des titres à avoir lu moins de fois dans sa vie, surtout si on a envie de jeter un œil au shoujo et notamment au shoujo vintage. Vraiment, l'anthologie de Moto Hagio a une œuvre à avoir chez soi, quoi. Et enfin, on clôture les titres qui ne sont pas des nouveautés, mais que moi j'ai découvert cette année, avec Journal d'une vie tranquille. Alors, c'est un peu le même genre de titre que Aria, à savoir un titre un peu pipou, pas forcément non plus débile. Enfin voilà, il y a des choses très profondes qui sont abordées dans ce récit, mais un récit qui vous fait du bien parce que l'auteur a une façon de transmettre et de véhiculer son propos de façon très douce et voilà, ça fonctionne vraiment. C'est très agréable à lire. On y suit donc l'auteur Ashita Nojo qui nous parle un peu de sa vie de mangaka sur 3 périodes, à savoir son enfance, sa carrière de mangaka quand elle était au petit peu au sommet,
Et enfin, lui maintenant, concrètement, à son âge, quoi. Et voilà, donc à travers ces 3 périodes, il aborde toutes sortes de thématiques, que ce soit la guerre, ses relations avec les autres mangaka ou juste sa vie de papy un peu tranquille. Et c'est vraiment un récit hyper touchant, hyper doux, hyper juste. Enfin, vraiment, je pense que c'est peut-être un des titres les plus intéressants du catalogue de Vega. Et vraiment, je vous recommande ce titre à 10 000%. Et je pense que ça peut être un bon moyen. Enfin, j'ai pas lu Ashita no Joe, honte à moi, mais voilà, je peux pas tout lire. Mais ça peut être un bon moyen de découvrir le travail de l'auteur de façon plus simple, puisqu'en fait, voilà, on ne se lance pas dans un récit long avec plusieurs tomes. Enfin, si, il y a plusieurs tomes, mais c'est plus simple de lire des petites histoires, des petites scénettes à la suite que voilà, un récit qui m'a l'air visiblement très prenant. Mais voilà, j'ai juste adoré le journal d'une vie tranquille et je vous recommande vivement ce titre. On termine ce top qui va être, je pense, assez long. Avec ces 2 fins de série qui m'ont profondément impacté. Le premier étant BL Métamorphose, qui est un titre qu'encore une fois j'ai commencé sans avoir d'attente particulière, parce que voilà, ça avait l'air d'être un petit titre très pipou, et voilà. Et comment vous dire que j'ai eu énormément de mal à fermer ce 5e volume, puisque j'ai juste adoré suivre la relation entre cette jeune fille et cette grand-mère qui échangent autour du boys love. Ça a été vraiment un récit qui m'a fait du bien, que j'ai juste adoré et que honnêtement je vous recommande si vous aimez le slice of life, si vous aimez voilà, des relations intergénérationnelles entre une grand-mère et une jeune fille. Enfin, voilà, si vous avez envie de vous intéresser un peu au boys love sans pour autant lire, ça peut être aussi un bon début pour avoir quelques idées de ce à quoi ça ressemble au Japon. Enfin, vraiment, c'est un titre qui est très riche, très intéressant et juste génial. Donc voilà, n'hésitez pas, en seulement 5 tomes en plus, c'est pas la mer à boire. Et enfin, une autre série en 5 tomes qui, elle aussi, par certains aspects, est super mimi, mais par d'autres, est beaucoup plus violente. Il s'agit de Trait pour Trait d'Akiko Higashimura. Alors, je vous ai déjà parlé d'Akiko Higashimura sur ma chaîne, c'est une autrice que j'aime beaucoup, mais je crois que Trait pour Trait, c'est peut-être mon titre favori. Je sais pas, parce qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais vraiment, ça a été une énorme claque. En fait, c'est son autobiographie, mais pas que, puisqu'en fait, elle parle beaucoup de sa relation avec son professeur de dessin qui, finalement, a façonné l'artiste qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, d'une autobiographie, c'est aussi la biographie de cet homme qui, voilà, avec qui elle a eu une relation assez chaotique par certains aspects et parfois beaucoup plus touchante. Et voilà, ça a été un titre qui m'a juste pris aux tripes. Il est d'une profonde mélancolie. Elle ne s'épargne pas en fait. Elle est parfois très dure avec elle-même et avec son regard sur cette relation. Mais c'est vraiment un récit qui m'a touchée, qui m'a fait passer en fait du rire aux larmes, puisque vraiment elle est très forte cette autrice pour vous faire vous péter une barre et puis 3 secondes après, gros coup de poignard dans le dos, on pleure tous. Mais voilà, c'est un récit hyper touchant et en plus en seulement 5 tomes, contrairement à ces autres séries qui sont un peu plus longues. Donc si vous avez envie de découvrir le travail de cette autrice, je pense que c'est peut-être le plus simple pour débuter. Mais voilà, très très bonne série et très triste de fermer encore une fois ce dernier volume cette année. C'est donc sur ces bonnes paroles que s'achève mon top 2021. J'avais hâte de filmer cette vidéo à tel point que je sors d'un partiel qui a duré 5 heures aujourd'hui, voilà. Et hier un partiel qui a duré 6 heures, donc si je suis pas toujours voilà, très claire sur ce que je raconte, ne m'en voulez pas. Mais voilà, c'était un plaisir de partager avec vous ces lectures qui m'ont marqué et j'espère que vous allez me laisser un petit commentaire pour me dire vous quelles ont été du coup vos lectures marquantes en 2021. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, enfin j'espère, hein, si j'ai le temps de filmer. Voilà, salut!